Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Oxitude 362. Nous sommes le 9 mai 2024 au soir et pour faire le tour de l'actu des nouvelles technologies, de l'accessibilité de la semaine, eh bien Stéphane et Yannick sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir Philippe, Bonsoir. bonsoir Yannick. La grande forme? Bonsoir Stéphane. La grande Ça va, formule, il c'est fait calme. beau. Ça fait du bien de se reposer. Bon. Et alors ton triathlon de la semaine dernière, parce que peut-être nos auditeurs veulent savoir. Eh oui, écoute, je l'ai fini. Bon, Je ne suis pas dernier. C'est l'essentiel. Madame l'a fini. Elle n'est pas dernière. C'est l'essentiel. bon mais Voilà. c'est parfait, c'est parfait. J'en ai bavé, mais j'ai Surtout la proposé à course, mon hein. guide. Voilà, surtout la course à pied. J'ai proposé à mon guide d'abandonner. Il m'a dit non. Donc, j'ai fini alors. Oh, C'est oh, comme quoi il avait raison. heureusement qu'il t'a mis un harnais, une laisse et puis C'est ça. du C'est cuir ça. partout. Mais ça Exactement. ça ne nous regarde pas. Voilà, Cela voilà. Bon, avant que tu ne procèdes au remerciement, restez jusqu'au bout, Stéphane, un coup de cœur. Voilà, une appli pour iOS. Yannick, à toi l'honneur. Et oui, pour commencer, on va déjà remercier les gens. On va déjà remercier Annie, Fred, Michel et Sylvie. Et donc, si comme eux, voilà, ils nous ont envoyé de l'information, envoyé des dons. Si comme eux, vous voulez nous envoyer de l'information, n'hésitez pas. Vous allez sur le site oxitude.org et vous cherchez la rubrique Contacter. Et puis, si vous voulez nous faire un don via PayPal ou de la crypto-monnaie, n'hésitez pas aussi. Vous allez sur le site toujours oxitude.org et puis vous cherchez la rubrique dons. Et vous pouvez également faire vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié oxitude.org/Amazon. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Et puis on va attaquer l'actu de la semaine en commençant traditionnellement en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et on va parler de l'application Sonos. On va revenir là-dessus. Donc Sonos, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui propose des enceintes audio connectées que l'on peut contrôler via une application. On peut on peut regrouper des enceintes, créer de multi-pièces. On peut dire voilà, joue-moi tel truc dans telle pièce, tel autre dans telle autre, ou alors joue tel machin partout. Créer une paire stéréo, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de possibilités qui est donné aux clients de Sonos pour arranger ça aux petits oignons. On peut intégrer dans l'application, on peut se connecter à ces services de musique à la demande préférée, Spotify, Deezer et puis les autres. Voilà, donc c'est un système qui est assez plébiscité par les aveugles, parce que plutôt accessible au niveau de l'application, en tout cas sur certains Très systèmes. accessible en fait. Hein. Non. Jusqu'à Non, présent, oui. non. Je vais revenir. Sur certains systèmes très accessibles et sur d'autres pas du tout. Et donc Sonos a annoncé en avril qu'ils allaient proposer une version toute nouvelle, toute refaite de leur application. Donc j'ai fait un petit podcast pour prévenir les utilisateurs aveugles. Attention, faites pas la mise à jour tout de suite. Il y a des problèmes d'accessibilité sur cette version parce que Jonathan Mosen, qui est un blogueur podcasteur anglo-saxon, néo-zélandais, qui a un gros podcast anglo-saxon, un truc assez bien foutu, qui était en contact avec les gens de chez Sonos, les a questionnés sur l'accessibilité, pas de réponse. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire le podcast, vous pourrez l'écouter. Résultat des courses, l'application, c'est une bouse. Elle a été publiée mardi et il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. On est obligé de faire des balayages. On ne peut pas faire glisser le doigt où on veut sur l'écran et puis pour trouver les éléments, ça ne marche pas. Il y a plein de réglages qui ne sont pas utilisables. Enfin, c'est une énorme bouse. Donc, ça gueule pas mal, et c'est normal que ça gueule, parce que des aveugles ont investi plusieurs milliers d'euros pour certains dans ces équipements, parce que c'est du matériel de qualité, assez cher, et quand on veut équiper toute une maison, une barre de son, des enceintes gauche-droite de la télé, des enceintes derrière, ça revient vite cher. Je confirme. Plus une enceinte dans la salle de bain, une enceinte à la cuisine, plus une paire dans la chambre, plus à la fin, il a fallu vendre un organe ou deux. Mais bon, tant que c'est accessible, très bien, mais là ça l'est plus, donc c'est un problème. Ce mardi, le 14 mai, 3 cadres
de la société, en particulier en charge du logiciel, de la relation client et autres. Donc des personnes qui étaient au courant que l'application n'était pas accessible et qui l'ont sorti quand même, donc des gens bien, vont faire une session de questions-réponses sur le forum de Sonos en direct. Et donc, alors c'est en anglais, y a le lien sur la page de ce podcast si vous souhaitez participer. Peut-être entraînez-vous à aller sur le forum avant pour voir un peu comment il fonctionne. Et vous pourrez interpeller ces personnes. Voilà, donc ça se passe mardi. Toutes les infos sont sur le site de Jonathan Mosen. J'ai mis le lien. Donc n'hésitez pas. Alors, moi je dis que Sonos, on pouvait s'attendre à ce qu'un jour ça arrive. Pourquoi ? Parce que oui, sur iOS, c'était accessible. Oui, sur Android, c'était accessible. Oui, sur Windows, c'était accessible. Mais sur Mac, non. Et... comment s'appelle Marc Ozé, qui est un développeur aveugle qui a longtemps bossé chez Mozilla pour l'accessibilité de Firefox en particulier, a fait un tweet, un poète comme on dit sur Mastodon, en expliquant que ça fait des années qu'il contacte les gens de chez Sonos pour l'accessibilité de l'appli sur macOS et que ils en ont rien à foutre. Donc en fait, Sonos, l'accessibilité n'est pas dans leur gène, n'est pas dans leur cahier des charges. Ils la font là où il y a de la demande, là où il y a du monde. Ils ne la font pas sur toutes les plateformes où ils sont présents. Donc quelque part, ce qui arrive, on pouvait peut-être s'y attendre, quoi. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc voilà, utilisateurs de Sonos, prenez votre mal en patience. Oui, on est au courant, on va faire ce qu'il faut. Ouais, rendre accessible, a priori, ils auraient utilisé la technologie React qui est un framework de développement pour développer leurs apps. Alors oui, on va plus vite à développer, mais quand il faut mettre les mains sous le capot pour rendre accessible, il y a encore plus de boulot que normalement. Donc voilà, prenez votre mal en patience, essayez de ne pas faire les mises à jour de votre appli, et puis bon courage, quoi. Et pour ceux qui pensaient acheter du Sonos, essayez de voir s'il n'y a pas des moyens alternatifs où vous ne seriez pas marié à une application et tributaire d'une application, ou alors aller chez un fabricant qui a mis l'accessibilité dans le cœur de l'entreprise, comme par exemple Yamaha ou d'autres fabricants d'Asie du Sud-Est, Corée du Sud et Japon. Voilà. Alors, petite précision, pour ceux qui ont, parce qu'il y a deux applications, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ceux qui ont des enceintes d'ancienne génération. Et uniquement des enceintes d'ancienne génération. Voilà. Il y en a quelques-unes, comme la Move, qui est aussi compatible, qui a un assistant vocal, mais ceux qui ont l'application Sonos S1 et qui continuent à l'utiliser et qui ne mettent pas leurs enceintes à jour, vous n'êtes pas impacté par ce problème. Oui. L'application continue à être accessible. C'est uniquement ceux qui ont l'application Sonos S2, c'est-à-dire des enceintes plus récentes, Play 5, les 5, les One, les Play 3 de nouvelle génération, etc. Ça pose problème. Moi, j'ai encore Sonos S1, je suis pas impacté et heureusement, j'ai projet de faire une mise à jour, donc je vais l'être bientôt. Mais voilà. Et à l'époque, moi, j'avais écrit au PDG pour le féliciter de l'accessibilité. Oui, mais t'étais pas au courant qu'il n'avait pas fait le boulot partout. Et il m'avait répondu que l'accessibilité, il prenait ça très au sérieux parce qu'ils avaient un développeur aveugle qui bossait dans leur équipe. Alors, je ne sais pas, il a dû partir ou autre, j'en sais rien. Mais moi, j'étais pas au courant que sur Mac, c'était pas accessible parce que non, moi non plus. Je suis pas équipé de Sonos, mais je pense que à savoir que sur Mac, il y avait des problèmes et qu'il n'en avait rien à foutre, on pouvait se dire, oula, ça pue du cul quand même leur histoire. Et se dire, peut-être pas tout mettre les œufs dans le même panier, quoi. Donc, mais ce qui pose question quand même, c'est que d'un sens comme d'un autre, on est pris au piège et on n'a jamais la garantie qu'un système restera accessible quand tu es face à une entreprise qui a mis l'accessibilité, comme Yamaha par exemple, au cœur de son développement, c'est-à-dire que dès le départ, on fait accessible et pas
on adaptera. La probabilité que ça parte en couille est quand même beaucoup plus faible que des sociétés comme Sonos, pour qui l'accessibilité, c'est on adaptera, et sur les plateformes où il y a beaucoup de monde. Pour les autres, allez bien vous faire foutre. Donc là, là, tu peux être impacté par ce genre de problème. Et la preuve, Sonos impacte ses clients. J'ai bien dit ses clients. Là, je ne parle pas d'utilisateurs, je parle bien de clients aveugles. Donc, il faut espérer aussi qu'il y ait des clients aveugles américains, parce que nous, en Europe, en tout cas en particulier en France, les actions groupées, les plaintes groupées en justice, c'est juste une blague pour dire que ça existe, mais voilà, quoi. Il y a tellement de conditions que ça n'existe, que personne ne les remplit jamais ou quasiment. Mais aux États-Unis, il faut espérer qu'il y ait une action groupée contre Sonos, que économiquement ils morflent, mais surtout qu'au niveau de leur image, ils morflent. Parce que je pense qu'ils ont plus à craindre de l'image. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes utilisateur et client Sonos, sur les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes, à faire passer cette information auprès de la presse spécialisée ou non. Oui, c'est ça. Il y a la presse tech, il y a des journalistes. Donc, Clubic, Génération Nouvelles Technologies, c'est ça. je sais pas. Presse Citron. Presse Citron. Enfin, les numériques. Tom's Guide, Tom's Hardware, etc. Zero1net, Mac Génération aussi. Vous faites passer cette info, il la relaie pas. Mais il faut leur pourrir leur image. Parce que, bon, économiquement, je pense qu'ils ont les reins solides. Mais s'ils se prennent des seaux de merde dans la gueule, là, par contre, ça peut peut-être les faire changer de... On verra. Moi, j'avais du Bose. Au départ, c'était pas accessible. Là, ça a progressé. C'est accessible, l'application. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc, on est content. Mais voilà. En fait, il faut se renseigner sur la politique d'accessibilité de la société. Sonos n'en avait pas. Voilà. Donc, Stéphane, tu gardes la parole. On va parler de NVDA. On va revenir sur une info qui était sortie la semaine dernière ou celle d'avant, je crois. Oui, justement. À propos du vocaliseur, c'est ça ? Oui, tout à fait. On vous avait dit, je sais plus, je suis comme toi, donc je me rappelle plus quand, mais dans un précédent numéro d'Hebdoxitude, merci Yannick, que suite à la dernière mise à jour de NVDA, les voix de Code Factory qui incluaient Eloquence et les voix vocalizer n'étaient plus disponibles. Et ça a fait râler plus d'une personne. Eh bien, Typlotechnia et AccessMind proposent une nouvelle extension, un nouveau module complémentaire de NVDA pour pallier le problème. Alors vous allez me dire, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais faut payer. Voilà, j'allais y venir et j'ai même fouillé pour avoir les prix. Donc je vous ai eu les prix. Donc cette extension, alors pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'elle comprend beaucoup plus de voix qu'auparavant. Elle comprend plus de 100 voix dans 60 langues et dialectes. Mais les voix d'éloquence ne sont plus incluses et ce sont les voix de Cerence qui succèdent visiblement à celles de Vocalizer. Alors, je ne sais pas si Vocalizer a tiré sa révérence ou a changé de nom, ça je ne sais pas précisé, et qu'il est devenu Cerence. Cela dit, ce module, il est payant et il est commercialisé à 2 tarifs. $60 pour ceux qui possèdent une licence Eloquence ou Code Factory. Alors au moment de l'achat, il faut que vous ayez sauvegardé vos clés de licence parce qu'il va falloir prouver à la société que vous avez bien la licence. Ou vous pouvez acheter une nouvelle licence pour $90 pour ceux qui n'auraient pas effectué, qui n'auraient pas eu précédemment de module complémentaire. Voilà. Bon. Très bien. Voilà, donc c'est bien, c'est plutôt... Donc, il y a le lien sur le site d'Oxitude, vous cherchez 362, vous allez tomber sur l'article associé à ce podcast avec toutes les sources des infos dont on vous parle ce soir. Et en parlant d'infos dont on va vous parler, Yannick, Android. Eh oui, on va parler d'Android et plus particulièrement de Android 15, qui est la future version qui va sortir. Dans laquelle on a toujours des options d'accessibilité. On sait que Android fait quand même le travail de plus en plus
avec l'Accessibility Suite, dans laquelle on trouve notamment Tollback. Et dans Tollback, on trouve aussi maintenant la prise en charge des plages braille. Avant, il fallait télécharger Brailleback, etc. Enfin, c'était quelque chose d'assez quand même compliqué. Ça devient un petit peu plus facile à utiliser et les gestes commencent à ressembler beaucoup à du geste sur iPhone. Alors, pour les malvoyants, il y avait la possibilité donc d'agrandir le texte, qui était un peu comme on utiliserait un logiciel comme ZoomText ou des choses comme ça, mais adapté au téléphone ou à la tablette. Et donc, pour le déclencher, soit on utilisait le raccourci d'accessibilité, d'ailleurs le même que Tollback, c'est-à-dire volume plus, volume moins, qu'on tient quelques secondes appuyé, ou alors on faisait un triple tap. Mais pour que ça marche, en fait, il fallait ralentir les performances du téléphone et de son touch. Du coup, Android a mis un nouveau geste qui est un double tap à 2 doigts, un peu comme le toucher magique de Apple, je crois, si je ne me trompe pas. Ça. Et donc, si on configure cela dans les options, en fait, ça pourra tout de suite grossir le texte et lancer le zoom. Donc ça, c'est plutôt pas mal et apparemment, ça réduirait moins la latence du téléphone. Donc ce sera surtout sur les pixels en premier, bien sûr, puisque ce sont les téléphones Android purs. Et puis après, progressivement, ça va arriver sur le reste de la gamme. Bon, mais super. Toujours bon à prendre, hein. Toujours bon à fait. prendre. Est-ce que vous aimez la publicité? Non. Oui. Est-ce que vous êtes utilisateur de Windows? Oui, il paraît. Oui. J'ai une solution pour vous. Ça s'appelle OFGB. Alors, comme vous le savez, dans Windows 11, Microsoft commence à balancer de la pub un petit peu partout. Ouais. En particulier dans le menu démarrer. Ouais. Il vous propose des applications à installer. Et puis, apparemment, il en propose ailleurs de la publicité. Il en affiche ailleurs. Vous dire où, je n'en sais rien. Mais alors, il est possible, dans le système, de masquer ces pubs. Donc, mais le problème, c'est que pour chaque pub, il faut aller à un endroit différent dans le système pour dire j'en veux pas. Cache-moi ça. Et donc, le logiciel OFGB, donc vous trouverez le lien sur la page de ce podcast, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est un logiciel tout con, c'est une fenêtre avec des cases à cocher, et chaque case à cocher correspond à un type de pub qui est affiché sur Windows 11. Et vous cochez ou décochez celle que vous voulez garder ou... En fait, c'est pas un type de pub, mais c'est plutôt un type d'endroit. Voilà, c'est ça, c'est un type d'endroit. Voilà. En fait, ça agrège dans le menu démarrer. Dans une fenêtre, ça agrège dans l'interface. Tous les réglages de pub, vous les avez là. J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Vous validez et vous redémarrez la machine. Voilà. Et moi, je l'ai installé. Et de temps en temps, ça ne vous empêche pas de retourner sur le site de l'appli, parce que je ne sais pas s'il y a un système de mise à jour interne, ou s'il faut aller chercher la dernière version sur le site du développeur. J'ai l'impression qu'ils disent que ça va être mis à jour, mais voilà, faut être... Je pense qu'il faut aller voir de temps en temps quand même. C'est ça. Sur le GitHub. Sauf l'a testé, tu l'as testé aussi? Oui, moi j'ai testé, donc comme Sauf, j'ai constaté que c'était... tout à fait accessible, c'est pas en français, mais bon, on comprend bien les cases à cocher. Il suffit de tout décocher, c'est tout. De tout cocher en l'occurrence. Ou de tout cocher, voilà. Enfin, voilà. Oui, voilà. Crois, si je me trompe pas. Ouais. Mais c'est vrai que moi je l'ai testé tout à l'heure, je l'ai installé. Bon, faut que je le voie. Pour le moment, je ressens pas l'effet. Mais je n'avais pas l'impression de ressentir l'effet de la pub. Donc, alors peut-être qu'il y a des pubs qui sont pas visibles avec lecteur d'écran. Après tout, ça c'est une bonne chose. Mais... Oui, c'est bien quand. Voilà. Quand c'est pas accessible. Oui, des fois, ça si tu vois pas la pub pour Sonos, c'est pas mal. Mais bon, écoutez, en tout cas, c'est là. Je sais pas s'il y avait et les pubs dans le menu démarrer qui proposaient des apps, vous les avez ou pas? Celle-là? Non, moi j'ai pas. Non, pas spécialement. Peut-être qu'elles y sont, mais le lecteur d'écran les voit pas, peut-être. C'est ça. Ouais, peut-être. Bon. C'est pas juste. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons... Nous aussi, on veut nos pubs. Nous aussi, on veut de la pollution. Oui, mais là, pour le coup, ça m'arrange. Ah non, on prend tout. On prend tout, on prend rien. Stéphane, on va rester chez Microsoft et on va parler de sécurité, authentification et modernité. Absolument, puisque Microsoft vient d'activer
les passkeys sur son compte. Alors, qu'est-ce qu'une passkey ou en français, clé d'accès? Euh, une clé d'accès, c'est plus sécurisé qu'un mot de passe quand vous vous connectez sur un site web, sans entrer dans les détails trop techniques pour pas vous faire mal à la tête, mais vous avez en fait deux clés qui sont utilisées pour l'authentification et ceci est pratiquement, je dis pratiquement, invulnérable dans la mesure où vous avez une partie, c'est-à-dire une clé des informations qui est stockée uniquement sur l'appareil, votre appareil, et l'autre partie, une autre clé qui est sur le site sur lequel vous allez vous connecter. Et les deux sont nécessaires pour s'authentifier et se connecter. Alors que les mots de passe, eux, pour être reconnus, ils doivent être stockés sur une base de données de l'entité qui possède le site sur lequel vous vous connectez. D'où, il suffit de craquer la base de données, et c'est ce qui s'est passé notamment aux allocations familiales, chez EDF, etc. Et les hackers, ils sont contents, ils récupèrent tous vos mots de passe. Donc, là où on a parfois la flemme et où on utilise plusieurs fois le même mot de passe pour 36 sites parce qu'on va quand même pas changer de mot de passe, oui, mais il y a plein de gens qui le font. Oui. Eh bien, ici, de fait, il ne peut exister qu'une seule clé d'authentification par site web. Et on se connecte, donc, soit par l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Je vous invite, si vous pouvez, à activer ça de toute urgence, parce que c'est quand même beaucoup plus de sécurisé toute que le mot de urgence. passe. C'est plus sécurisé, mais il faut quand même faire attention. Si on perd son appareil, qu'est-ce qui se passe? Voilà, attention. Tu prends tu as ton sac à dos avec ton PC dans le sac à dos. Tu prends le TGV, tu vas pisser un coup, tu reviens, ton sac à dos a disparu. Ça c'est oui. Et tu fais comment? Alors parce que ton mot de passe, tu peux toujours le récupérer. Bon, là, il doit y avoir des mécanismes de récupération, mais quand même, quoi, c'est pas... Voilà. Oui, il y a des mécanismes. Il faut vraiment... Moi, je suis pour ce genre de truc. Quand on est utilisateur avancé, on peut y aller. Quand on est un utilisateur un petit peu moins avancé, attendez, comme disait Rému à son fils c'était dans César ou dans Fanny, je sais plus. Laisse un peu mesurer les autres. Voilà. Il faut, c'est vrai que... Donc, laissez un peu les autres essuyer les plâtres. Attendez quelques semaines, voir ce qu'il en sort. Mais oui, c'est quelque chose qui va permettre des connexions plus sécurisées. Mais tu vois, par exemple, si je me connecte à mon compte, imaginons que, tiens, Yannick, avec ta femme, tu crées un compte sur un site marchand et tu t'y connectes depuis ton PC. Tu vas avoir une clé pour ton compte et ta clé sera stockée sur ta machine. Et si ta femme veut se connecter à ton compte depuis son PC à elle, parce que après tout, tu l'as mis à ton nom parce que voilà, mais c'est le compte de la famille quelque part. Il faut pouvoir partager des clés. Oui. Donc, est-ce que c'est prévu? Ça se passe où dans le système? Donc, tout ce genre de détails, il faut y réfléchir avant de se jeter dans cette technologie prometteuse. Mais voilà, les peintures sont peut-être pas encore tout à fait sèches. Je ne sais pas entre PC et Mac comment ça se passe, j'ai pas lu. Si on a l'écosystème Apple, c'est enregistré sur le trousseau iCloud. Donc, c'est partagé. Et puis... Non, c'est partagé, mais sur un compte. Est-ce que tu peux partager la clé à quelqu'un de la famille? Apparemment, oui. Je dis bien apparemment. Oui, on peut partager les mots de passe. On peut partager les mots de passe, mais les passkeys, c'est à voir. Hein, donc, voilà. A priori. Mais cela dit, il faut... c'est vrai, prendre du temps pour configurer son compte et avoir des sorties de secours. Par exemple, l'envoi d'un code par SMS ou par mail au cas où il y a un problème. Et c'est vrai que ça demande un petit peu plus d'expertise parce que il va falloir parer et il va falloir prendre des... Non, mais au début, pour l'instant, parce que justement, les peintures sont pas sèches, mais d'ici 1 an et demi, 2 ans, il y aura beaucoup de sites qui seront passés.
ça sera rentré dans les mœurs, les gens comprendront mieux comment ça marche, etc. Là, on est au tout début, c'est peut-être pas la peine de se jeter dedans tout de suite. Il y a peut-être quelques nuances, justement, si je partage un compte avec quelqu'un de ma famille, comment je fais, etc., etc. Donc, des nuances comme ça, attention, ne vous jetez pas tout de suite dedans. Voilà. Yannick. Ben moi, c'est fait. Il est urgent d'attendre. Voilà. Moi, je l'ai fait. Yannick, on va parler lecture de chez Audible et les livres audio. Oui, tout à fait. Donc Audible, en fait, donc, qui est une sorte de librairie de livres audio. Qui appartient à Amazon, qui est sur abonnement. Qui appartient à Amazon. Ouais. Donc, a proposé il y a à peu près un an à ces auteurs qui viennent s'auto-éditer chez eux de pouvoir cocher une case pour créer en même temps que le livre numérique une version audio qui sera du coup disponible sur Kindle, donc qui est la liseuse ou l'application de lecture des livres Audible, de livres Amazon en tout cas. Et du coup, c'est enregistré avec des voix en intelligence artificielle. Et la bonne surprise quand même dans tout ça, c'est qu'il y a quand même 40 000 livres qui sont déjà disponibles. Aux États-Unis, en anglais. Hein. Aux États-Unis, voilà, en anglais. Pour l'instant. Qui sont lus donc en version audio. Et ce qui est intéressant pour l'auteur, c'est que ça coûte pas grand-chose puisque c'est à peu près généré en 1 heure. Il faut à peu près 1 heure pour générer le livre audio, avec les retouches nécessaires s'il y a des mots mal prononcés, etc. Mais globalement, en 1 heure, c'est fait. Là où il faudrait faire lire un acteur, etc. Puis, ouais, c'est pas le même prix. Personnellement, je suis pas fan. Non. J'aime bien la lecture lue par des acteurs et par de bons lecteurs. Mais ça a le mérite de permettre de rendre disponible des titres qui ne le seraient de toute façon pas. C'est ça. Puisque là, c'est de l'auto-édition, donc il ne faut pas rêver, les gens n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans leurs livres. Non. Et puis, par contre, donc, là où il faut être sûr d'un truc, c'est qu'à terme, même les gros auteurs passeront par ça. Oui, malheureusement. Parce que c'est quand même pas la même façon de lire, la même... Un livre joué, c'est tout de suite autre chose. Enfin, moi, je suis un lecteur audio. Je lis beaucoup de livres audio et j'avoue que déjà lu par des voix de synthèse ou des choses comme ça, je suis pas fan. Donc après, il faut voir ce que ça donne. Pour le moment, on n'a pas des voix. Alors, les synthèses qu'ils utilisent, c'est les synthèses modernes. Hein. C'est pas les synthèses on n'est pas traditionnelles. Du Hortense et du Paul. Hein, voilà, on n'est pas sur les technologies utilisées par ce qu'on connaît chez Nuance, Acapella. On est là sur des technologies type Eleven Labs et autres. Hein, donc, ça commence à être assez sympa. Mais de toute façon, ce qui est... Aujourd'hui, le réalisme des voix, on arrive à faire des choses quand même sympas. L'étape suivante, ça va être les intonations en fonction du contexte. En gros, exactement. Le jeu. Et là, c'est là qu'il y a les progrès à faire pour que... est-ce que ça va être à l'auteur à préparer son bouquin en mettant des commandes, ou est-ce que ça va être à l'intelligence artificielle de comprendre le sens? Mais alors après, les sens cachés, l'ironie et tout ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, à suivre. On va parler de maisons connectées et de standards Matter. Le standard Matter, on en a déjà parlé ici. C'est un standard qui veut regrouper tous les standards existants, en tout cas les remplacer, unifier tous les appareils de la maison connectée, quel que soit l'écosystème que l'on choisit, que ce soit chez Apple, chez Google, chez Amazon, chez Samsung, chez Home Connect, peu importe chez qui. Du moment que l'équipementier va proposer la compatibilité avec Matter, on pourra installer n'importe quel appareil Matter dans son environnement, dans son écosystème, des prises connectées, des volets roulants, des volets battants, des stores, des ampoules, des prises, enfin la maison connectée. Et donc la Connected Machine Alliance, CSA, qui est en charge
du protocole Matter, hein, chez qui il y a Apple, il y a Samsung, il y a Amazon, il y a Google, il y a Legrand, il y a Somfy, enfin, il y a les plus gros acteurs de la maison connectée, de la tech et de l'électricité générale du monde, regroupés dans ce truc-là. Il y a General Electric aussi, enfin bon, il y a du monde, quoi. Sort la version 1.3 de la norme. Alors la version 1.1, c'était des corrections de bugs, on va dire, des corrections. La version 1.2, on en avait parlé. Il commençait à y avoir des produits électroménagers, en particulier les aspirateurs robots, lave-linge, lave-vaisselle, et quelques appareils de ce genre. Et là, eh bien, dans cette version 1.3, eh bien, nous avons de nouveaux appareils et de nouvelles technologies qui apparaissent. En particulier, on pourra gérer les scènes directement sur le protocole Matter, et ça sera plus uniquement géré par l'application maison ou l'application Alexa. On pourra utiliser les scènes quel que soit le fournisseur, puisque ça sera indépendant du fournisseur. On va pouvoir gérer les consommations électriques, la recharge des véhicules électriques. Bon, ça nous concerne moins, encore que. On va pouvoir aussi gérer tout ce qui concerne l'eau, que ce soit la consommation, les détecteurs de fuite, les vannes, les électrovannes, hein, les choses comme ça. Au niveau de l'électroménager, et c'est là que ça nous intéresse un petit peu plus, ils ajoutent les fours micro-ondes avec la puissance et le temps pris en charge. Les fours, le mode, la préchauffe, la température et également les notifications. C'est le four est chaud, ça a fini de cuire, etc. Les tables de cuisson pour régler la chauffe, donc ça c'est plutôt pas mal. Les hottes aspirantes pour la ventilation, l'éclairage et la gestion des filtres. Sèche-linge, il y avait déjà le lave-linge, là il y a le sèche-linge. Et puis ils vont prendre en charge aussi certains appareils audiovisuels type téléviseur sur lesquels pourront apparaître les notifications eh bien, de la maison connectée. Si par exemple il y a quelqu'un qui sonne à la porte, eh bien ça va s'afficher. Si la sonnette est Matter, ça va s'afficher sur le téléviseur, si on le souhaite. Hein. C'est déjà le cas quand on est dans l'écosystème Apple et qu'on a une sonnette Apple connectée. Une sonnette connectée, on peut l'afficher quand on est en train de regarder quelque chose sur l'Apple TV, par exemple. Là, ça va être généralisé à tout le protocole Matter. Alors, les limitations sont lesquelles il faut attendre deux choses. La première, c'est que Apple, Amazon, Google et les autres implémentent ce protocole dans leur environnement, donc dans l'application maison chez Apple, dans l'application Alexa chez Amazon, etc. etc. Et il va falloir que les fabricants d'appareils électroménagers sortent des produits compatibles. Alors, j'en avais déjà parlé, dans le consortium qui gère ce protocole, il y a des constructeurs électroménagers, en particulier Whirlpool. Il y a des groupes de travail, et Whirlpool avait été à l'initiative de la création et de l'animation du groupe de travail, justement sur l'électroménager. Donc Whirlpool devrait, dans les temps qui viennent, vous dire quand, je n'en sais rien, mais s'ils sont à peu près cohérents avec ce qu'ils ont fait là, commencer à sortir des produits d'ici quelques temps. On ne sait pas quand, mais voilà. Mais d'autres aussi. Hein. On peut imaginer Samsung qui sortent des fours micro-ondes, des fours, peu importe quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir demander à son enceinte connectée, allume le four en mode rôti, tourne-broche, à telle température pendant 2 heures. Et puis 2 heures après, il y a un bon poulet qui est pour manger avec les frites le dimanche, par exemple. Ce sera pas mal du tout. On pourra également, si on le souhaite, sans passer par l'enceinte connectée, on pourra passer par l'application maison ou l'application Alexa ou l'application Google pour le faire avec les doigts. Hein, dire voilà, je vais sur mon four, ok, je choisis le programme Trucmuche, pour tant de temps, telle température, en avant. Donc ça va arriver, il faut attendre, mais ça va être une solution pour nous, pour l'accessibilité de ces produits d'électroménager qui sont de moins en moins utilisables. Hein. Les tables de cuisson tactiles, il y en a peu avec des boutons. Les fours, il faut vraiment trouver des modèles très particuliers pour s'en sortir. Les lave-vaisselle, c'est de plus en plus pareil, tactile et autres. Il y a encore que les lave-linges entrée de gamme qui marchent avec des boutons à tourner comme avant.
Mais sinon, ça devient compliqué. Et là, ça sera un peu notre planche de salut. Qu'en pensez-vous? Bah oui, oui, moi c'est quelque chose que je surveille en tout cas. Mais Pareillement. c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Maintenant, il faut attendre que les industriels fassent le boulot. Ou uniformiser tout Côté et logiciel, franchement, voilà, côté logiciel, avec Apple et puis Amazon, Google, Samsung, et puis que les industriels côté fabricants fassent aussi le boulot, quoi. ouais. À suivre. Dans le reste de l'actu, Stéphane. Ah, il y avait longtemps. Bon, il y avait longtemps. Alors, Arta France va proposer un dispositif d'aide au guidage pour les déficients visuels. Alors, de quoi s'agit-il? Allez-vous me demander? Alors, je vais vous répondre. En fait, le principe est simple. Vous avez une caméra clippable sur des lunettes. Cette caméra, elle est connectée à une ceinture lombaire qui va transmettre l'environnement de manière haptique par de multiples picots qui vont vibrer dans votre dos, à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas, et c'est codifié, et on va vous décrire comme ça l'environnement. Alors, j'ai visionné la vidéo qui est sur YouTube, et il est dit que ce dispositif pouvait servir à jouer à des jeux vidéo. Il y a même le témoignage d'un protagoniste qui apparemment a joué à un jeu vidéo avec cette ceinture qui lui transmettait les diverses étapes du jeu par des vidéos, C'est par des vibrations. un jeu de conduite automobile. Peut-être, oui. Oui, Il n'a pas. si. Ok. Il y a quelqu'un qui le fait apparemment, oui. Conduire une voiture, il a dit que ça serait possible. Alors, ça sera sans moi, hein, parce que je ne vais pas me placer je tiens à vivre encore un petit peu. Il n'a pas dit que ça serait raisonnable, il a dit que ça serait possible. Oui, que ça serait possible. Ou se promener seul. Mais personnellement, sans ma canne, j'ai l'impression que je serais un petit peu non. perdu. Hein, alors, voilà. Moi, j'avais entendu le gars, là, il avait été invité dans le podcast qui s'appelle Underscore, que vous pouvez trouver sur les plateformes de podcast. Il a également une chaîne sur Twitch. En fait, il fait son live tous les 15 jours sur Twitch et puis ça, c'est rediffusé sur les plateformes de podcast. C'est également la chaîne YouTube Micode. Hein. C'est Michael de la chaîne Micode. C'est la Micorp, c'est leur société. Et il avait invité un des gars là, de Arta France. Oui, Rémi. Et donc, en fait, c'est une matrice de picot haptique. C'est ça. Et il expliquait que ils étaient capables de prendre une image, alors qu'elle vient d'une caméra ou d'un jeu vidéo, hein, parce que c'est une image qui arrive d'un jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Et par du traitement logiciel, de restituer ça en haptique au niveau des lombaires. Et que, en fait, c'était que les résultats étaient très intéressants. Alors après, oui, ils poussent dans l'excès en disant conduire une voiture, c'est... Voilà. Ouais. Puis moi, j'ai testé le produit il y a 3 ans, à peu près. Ouais. Alors, il a évolué depuis, bien évidemment, mais la codification comme ça, je pense qu'il faut y être réceptif. C'est Salim qui a participé au test, que je connais un petit peu aussi. Et donc, il faut être réceptif. Très sincèrement, moi, ça m'a pas convaincu pour plusieurs raisons, parce que je suis une quiche avec ça. Et puis déjà, c'était il y a 3 ans. Donc, voilà, ce que c'est aujourd'hui n'a certainement plus grand-chose à voir. Mais je suis pas sûr que ça me convaincrait davantage. Et en plus, je sais pas si tu as dû voir la vidéo comme moi, et ça fait du bruit quand même. Hein. On entend les picots qui font... Et voilà. Oui, moi, personnellement... si tu es à la campagne, que tu te promènes sur la voie verte, c'est emmerdant. Mais si tu es au milieu d'une ville, ça s'entendra pas. Hein, avec les bus, les mecs qui se hurlent dessus, les coups de couteau qui sifflent dans l'air, tous ces trucs-là, tu les entendras pas vibrer. Hein. Ouais, moi je suis pas chaud, très honnêtement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tester. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir sur leur site, de leur demander si c'est possible de tester avant d'acheter, parce que là, il y a les précommandes sont ouvertes.
Oui, c'est 3 000 euros. Hein. Voilà. Donc, Voilà. moi, oui, surtout sur un budget comme. Bah, tu sais, quand tu vois les lunettes hors cam, le prix où c'est Ah ben sorti, oui. Ouais, ouais. voilà quoi, hein. Je veux dire, plus rien me choque, hein. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est Enfin, clair. ça me choque quand même, mais c'était pour l'expression. Mais pour les gens qui seraient intéressés par un tel système, moi je pense que ça vaut le coup de les contacter, de dire bah, écoutez, moi je suis prêt à investir, mais je veux tester quoi, c'est tout. Et je pense qu'ils sont prêts à faire tester leurs produits. S'ils ont confiance dans leurs produits, ils n'auront aucun problème à le faire tester. Ah non, non, je pense pas, puisqu'ils le testent volontiers, hein, C'est puisque ça, moi, c'est ils ça. étaient venus et Mm. ils le font. Ouais, ouais, ils sont sympas. Hein. Ouais. Oui, Ouais, oui, oui, ouais, ouais. bah, c'est l'impression que j'avais eue là sur le... Oui, oui, il est quand sympa, ils sont Rémi. allés chez Underscore, chez Ouais, Micode. ouais, 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 il est sympa. Yannick, tu vas nous parler de législation américaine. En quoi ça Ouais, je peut vais être nous moins sympa. intéresser? En quoi ça peut nous intéresser? On utilise quand même de nombreux sites qui sont d'origine américaine, hein. Donc, les grandes entreprises avec lesquelles on travaille souvent sont d'origine américaine. Donc, forcément, les lois qui se mettent en place là-bas vont avoir une incidence sur notre navigation ici. Parce qu'en fait, effectivement, le 8 avril 2024, le procureur général des États-Unis a signé une loi, enfin une règle pour l'accessibilité numérique. Et celle-ci est passée a été publiée en fait le 24 avril dans le cadre de ce qu'on appelle l'ADA, donc attention à mon accent, hein, accessibilité, n'importe quoi, American with Disability Act. Disability Act. Ouais. C'est un peu leur loi à destination des personnes handicapées Ouais, aux États-Unis, quoi, en gros, pour faire court. c'est ça. Et donc, c'est la première fois que, depuis 1990, qu'il y a vraiment des données techniques sur comment rendre accessible un site internet, une application, et des obligations réelles. Donc, en gros, ils ont jusqu'au 24 avril 2026 pour rendre accessibles tous les sites liés aux États et pour tous les services. Donc, ça veut dire les écoles, les universités, etc. Et puis 2027 pour les plus petites entreprises. Donc, ça aura quand même une incidence sur notre navigation. Alors, Tu crois que ils ont prévu Sonos, beaucoup ils de vont refaire dérogations. une appli de zéro, accessible ce coup-ci? Peut-être, ils vont peut-être en profiter, hein. Bah ouais, Mais il faudra attendre 2027. c'est ça. D'ici là, bah, tu Mais écouteras. attention, parce qu'il y a Ce sera le il y Sound a aussi, of Silence d'ici là. c'est ça. Mais par contre, attention, parce qu'il y a pas mal quand même de dérogations, Ah bah de tiens. motifs de dérogation, d'exception, euh, pour déjà tout ce qui existe. Donc les formats déjà publiés, donc par exemple, on imagine du web archivé ou des documents numériques existants, Oui. et ben eux, ils ne seront pas obligés. Les publications sur les réseaux sociaux, si hier j'ai fait une publication sur un réseau social, et ben, je ne suis pas obligé de la rendre accessible puisqu'elle est déjà faite avant Oui, 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 la c'est pas loi. rétroactif. C'est ça. Et mes documents perso aussi, bien sûr, je n'ai aucune obligation de les rendre accessibles. Donc, Et est-ce qu'une application, il considère que quand elle est mise à jour, il y a une rétroactivité ou pas? Ça, c'est intéressant de savoir. Tiens. c'est une bonne question. Tu vois, parce que si tu Et passes. vu mon niveau juridique, Oui, oui, non, mais en plus américain, tu vois. Donc, c'est ça. Je vais laisser les non, tu vois, parce spécialistes que tu es en s'exprimer. version 4.2, elle n'est pas accessible. Et puis, est-ce que la 4.3 devra l'être ou pas, tu vois? Alors, c'était pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui, mais Voice Dream nous montre que il faut être méfiant. Donc, on n'en avait pas parlé jusqu'ici. C'est vrai, ça faisait longtemps. Donc voilà. Non, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous qui devons subir hein, aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en plus de devoir subir ce qui se passe à Bruxelles. Donc, bien qu'il y ait ce genre de choses. Ceci dit, pour tous ceux qui pensent quand même que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, Oui. on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas très en avance non plus quand même. Non, 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 non. Non, non. Bon, Voilà. il y avait quand même des Genre, trucs. Hein, il y a quelques années, je sais pas ouais. si vous vous souvenez, je sais plus si c'était au niveau du gouvernement fédéral ou au niveau d'un État. Il y avait eu un appel d'offres pour des tablettes dans l'enseignement. Oui, oui. Et, Dans l'enseignement. Amazon s'était pointé avec ses tablettes Kindle. Oui, Et soit l'État, soit le gouvernement fédéral leur avait dit non, non, vos trucs sont pas accessibles, ça correspond pas au Disability Act, C'est ça. donc vous ne serez pas dans l'appel d'offres.
Et c'est pour ça que Amazon a mis un lecteur d'écran dans ses tablettes Kindle. Ouais. Voilà. Mais bon, pour connaître quand même du monde qui travaille dans le domaine de l'accessibilité, je sais que l'expertise française commence à être appréciée même outre-Atlantique parce qu'on a quand même pas mal avancé sur l'accessibilité, même si quand on l'utilise au quotidien, c'est pas évident, hein, mais en tout cas, l'expertise française commence à être appréciée à l'étranger. Bon, ben écoute, ils vont nous piquer des gens. Tu vas t'installer On là-bas va y aller. Tu pars quand alors? On va y aller. Il y a des gens bien plus compétents que moi. Ouais, enfin, non, mais il y a toujours plus compétents. J'ai vu mon niveau d'anglais, t'as vu? Ouais, ben ils s'adapteront vu ta compétence. C'est à eux de s'adapter, merde. Non, les Américains ne s'adaptent jamais aux autres. Hein. Ça, non, c'est toi qui t'adaptes, c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Je crois qu'on a fait le tour pour la semaine, me semble-t-il. Ah oui, j'attends avec impatience le One More Thing. Il n'y a pas de One More Thing. Non, il y a le coup de cœur de Stéphane. Ah, mais c'est vrai, le coup de cœur de Stéphane. Voilà, on m'oubliait. Je t'ai oublié. C'est vrai. Bah oui, parce que c'était pas au programme au départ et tu m'as appelé je suis arrivé un peu tard, mais j'ai rien dit exprès pour voir. Bon, alors parle-nous de ton coup de cœur. Eh ben, mon coup de cœur cette semaine, c'est une application iOS qui m'a été indiquée d'ailleurs par quelqu'un qui a par le passé publié un seul podcast, je crois ici, c'est Sabrina, qui avait parlé d'aspirateur robot à l'époque. Oui, il me semble, oui. Oui, tout à fait. Et cette application, elle s'appelle Lettres. Et elle permet, en fait, pour les gens qui ont des lettres à rédiger et qui n'ont pas forcément de PC, qui veulent pas s'encombrer avec Word ou WordPad, de le faire directement depuis leur iPhone. Alors, évidemment, si je la propose en coup de cœur, c'est qu'elle est hyper accessible. Il y a deux possibilités. Il y a une version gratuite qui permet de rédiger des lettres standards. Alors, il faudra entrer à chaque fois l'expéditeur, le destinataire, le corps du courrier, et il n'y aura pas de mise en page et de modèle de lettres. Par contre, vous avez une version payante et il y a plusieurs modalités possibles qui vous sont offertes. Des modalités que je n'aime pas, mais qui sont peu chères, c'est-à-dire un abonnement mensuel ou annuel. Je crois que l'abonnement annuel revient à 8 € et quelques, si je ne m'abuse. Mais par contre, moi, le modèle économique que je préfère, c'est celui qui est à 19,99, donc 20 €, et qui, lui, va proposer d'entrer plusieurs expéditeurs et de les enregistrer. Les destinataires vont être il va être possible de les prendre à partir de vos contacts. Vous avez des modèles différents de lettres et des mises en page différentes, ce qui va quand même beaucoup plus vite que d'entrer manuellement l'expéditeur ou le destinataire. Hein. Il suffit de le prendre dans la liste et hop, vous double tapez dessus et il s'insère au bon endroit. Franchement, c'est quelque chose qui est très abordable. Et puis en plus, tu m'as dit que tu pouvais choisir le type d'enveloppe. On peut ça positionnait le destinataire au bon endroit dans la fenêtre, dans l'enveloppe. Oui. Bon. Alors, j'espère, allez, on va en remettre une petite couche. Moi, j'aime bien ce modèle à 20 € à vie, en espérant qu'il ne fasse pas comme Voice Dream et qu'il ne passe pas aux abonnements pour tous ceux qui auront acheté le. Voilà. 20 € quand même, c'est moins cher. Après, j'imagine que sur le modèle sur abonnement, tu dois avoir une semaine, en général, c'est comme ça. Une semaine offerte. Il y a un essai, je crois, de 15 jours, voilà, me semble-t-il. Ou 15 jours. Et puis, si tu me dis que c'est 9 balles par an, allez, tu vas payer quoi? Tu vas payer 1 € par mois. Tu t'abonnes pour un mois, c'est 1 €. Et puis, si ça te plaît pas, tu te désabonnes, hein, c'est tout. Exactement, oui, tout à fait. Ça t'a coûté 1 €, quoi, hein, ça va. Tout à fait. Et si ça te plaît, et que tu penses en avoir vraiment l'usage, tu lâches 20 balles et là, t'es tranquille. Absolument. Tu penses plus à l'abonnement, quoi. Voilà. Ouais. Très bien, écoute, merci. Et puis le lien sur la page de ce podcast, comme d'habitude, hein, www.oxitude.org. Soit le podcast, vous l'écoutez, il est toujours sur la page d'accueil, il n'a pas été enfoui sous la pile de ce qui s'est empilé dessus. Soit vous allez dans le champ de recherche, vous tapez 362, et puis dans le résultat de recherche, vous trouverez la page de ce podcast avec toutes les sources, et donc le lien vers l'App Store pour cette appli. Voilà. Yannick, quoi de beau prévu ce week-end?
Bah, du repos. Ben voilà. On va pas faire un triathlon chaque semaine, bordel. Non, on peut pas en faire un toutes les. Là, On pourrait. Oui. Il y en a qui le font. Hein. Oui. J'en connais un ou deux là qui en fait. Ouais. Qui en faisaient encore un hier matin. Non, il y en a. Bon. Mais Bon. pas moi. Bon. Et toi, Stéphane? Un petit mariage samedi. Ah, c'est pour ça que tu t'es entraîné tout à l'heure au Picombière pour préparer le foie? Mais il faut préparer, c'est ça. C'est Et ça. puis avec le soleil, ça donne soif. Donc Ouais. je m'entraîne. Bon, Voilà. écoute, bon mariage alors. Et bon, je pense que oui. Bon, super. Bah écoutez, Et toi, quoi de neuf? rien prévu, absolument Ah, rien. bah, On ira là où le vent nous mène, comme chantait Angelo Brando Hardy, donc on fera ça. Voilà. Bah écoutez, merci bien de m'avoir accompagné. Portez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, mais pas trop. Et à bientôt. Salut. Salut.